Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtres et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. La montagne, ça vous évoque quoi ? Des pistes de ski immaculées fraîchement damées ou des randonnées d'une beauté à couper le souffle, des chalets de bois nichés dans le creux des vallées et des raclettes au feu de bois une fois la nuit tombée. Eh bien, au Moyen-Âge, on a déjà un peu de tout ça, mais vous allez voir que la vie des montagnards était tout de même bien différente du paradis touristique que je vous décris. Là, il va plutôt falloir sortir les polaires, les chaussures à crampons et les cordes d'escalade, car on ne s'aventure pas inconsciemment dans la montagne médiévale. C'est bon, vous avez tout, même le stick à lèvres ? Alors accrochez-vous bien, c'est parti ! C'est beau, hein ? Face à la montagne, on est saisi d'une sorte d'émerveillement. Les espaces immenses, la puissance des sommets arides qui s'élancent vers le ciel, et cette émotion étrange, après avoir vaincu les sentiers raides et sinueux, de dominer un océan de sapins qui s'étend à perte de vue, ou de toiser la vallée avec ses maisons qui semblent minuscules et ses habitants lilliputiens. Les torrents qui rugissent, les cloches des vaches qui tintent doucement, le calme absolu des sommets, le vent qui souffle sans aucun obstacle sur les prairies d'alpage, c'est tout un univers de sensations qui définit la montagne. Au Moyen-Âge non plus, la montagne ne laisse pas indifférent, mais pour d'autres raisons. Parce qu'il faut quand même bien dire une chose, la montagne, c'est pas exactement le coin le plus sympa pour habiter à l'année. Déjà, c'est raide, c'est même sacrément pentu. Et cette pente cause tout un tas de problèmes. Déjà, l'érosion. Avec la fonte des neiges, la terre fertile glisse inlassablement vers le bas des champs, obligeant les paysans du coin à pelleter année après année le précieux humus pour le ramener vers le haut de leurs parcelles. La neige charrie également des pierres en grand nombre qu'il faut ensuite extraire des champs pour pouvoir les cultiver. En 1428, dans le massif de l'Oisans, aujourd'hui en Isère, les paysans se plaignent de cette terre ingrate auprès de leur duc. La terre est si rare que les habitants doivent bien souvent la prendre au pied des rochers et la porter au sommet sur leurs cous et leurs épaules afin de pouvoir la cultiver. Et ça, il faut le faire tous les 2 ans, donc à la longue, ça casse le dos. Et encore, si c'était le seul problème. Si vous êtes un montagnard du Moyen-Âge, vous avez 2 solutions. Soit cultiver les terres du fond de la vallée, au risque que le torrent divague une fois la fonte des neiges arrivée et détruise votre maison et votre parcelle, soit cultiver sur les pentes, mais là, il faut quand même s'accrocher. Littéralement, dans le même registre de 1428 en Oisans, on apprend que certains paysans n'hésitent pas à s'encorder à un arbre pour aller faucher des prés qui sont presque à la verticale. Donc ça, c'est pour la pente. Mais la montagne, ça n'est pas que du dénivelé, c'est aussi un climat quand même très spécial. Souvenez-vous de ces pas sorciers. En général, on découpe la montagne en 3 étages. Montagnard, subalpin et alpin. Allez Marcel, on va rejoindre Sabine, dans les Alpes. J'entends sa voix. Ces 3 étages correspondent en fait à ce qu'on appelle le gradient thermique, c'est-à-dire le phénomène naturel de baisse des températures à mesure qu'on se rapproche du sommet. En moyenne, c'est 1 degré de moins tous les 200 mètres de hauteur, mais en fait ça varie beaucoup selon les endroits et les saisons. Et ce gradient de température, il a une conséquence fâcheuse pour nos montagnards médiévaux. Il réduit la durée de la saison végétative pendant laquelle leurs plantes, et notamment les céréales, peuvent pousser et mûrir.
Pour vous donner une petite idée, la saison végétative dure environ 8 mois en plaine, mais seulement 2 mois quand on est perché à 2500 mètres d'altitude. Donc forcément, il faut s'adapter. Et encore, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Au-delà de 1500 mètres d'altitude, il peut geler toute l'année, donc gare à votre blé. Non, en fait, oubliez le blé, de toute façon, il n'aura pas le temps de pousser. Même le seigle d'ailleurs. Les paysans sont parfois obligés d'attendre la Toussaint pour qu'ils mûrissent, rongés d'inquiétude à l'idée que les neiges tombent tôt et que leurs précieuses récoltes soient gelées sur pied. Donc pas le choix, ils se rabattent sur de l'avoine ou de l'orge, mais on y reviendra. En tout cas, pour contrebalancer ces petits désagréments climatiques et de dénivelé, on cultive partout où on peut. Dans les années 1330, alors que la surpopulation des montagnes médiévales est maximale, les paysans font pousser des céréales jusqu'à 2100 mètres d'altitude. C'est une sorte de record. Si vous voyez un champ de seigle aussi haut en vous baladant aujourd'hui en montagne, vous pourrez féliciter l'agriculteur parce que c'est quand même un exploit. Disons que si on fait cette émission, l'amour est dans le champ, et c'est pour montrer au public à quoi ressemble vraiment un agriculteur. C'est un peu le challenge, quoi. Et vous croyez que c'est terminé? Ah bah non, Qui dit dénivelé et altitude dit également différence d'exposition. Et oui, si votre parcelle se trouve côté Ubac, donc sur le versant le plus ombragé, là, bon courage pour faire pousser quoi que ce soit. En termes de chaleur et d'ensoleillement, c'est pas une petite différence, puisqu'on en a en moyenne 8 fois plus côté Adré, donc le versant ensoleillé. Et ça, on le retrouve très clairement en fait exprimé dans la géographie humaine. En 1422, par exemple, le dauphin, donc le seigneur du Dauphiné, fait réaliser un grand dessin de la seigneurie de Castel Delfino, une jolie petite vallée traversée par la rivière Varaïta, aujourd'hui située en Italie, dans le Piémont. Bon, l'artiste ne réalise pas ce document exceptionnel pour la beauté du lieu, l'idée est plutôt de régler un litige territorial, mais à la rigueur, peu importe. Toujours est-il qu'on voit bien d'un côté l'Adré, le versant ensoleillé, peint dans une jolie couleur chaude, émaillé de villages, de champs et de forêts, et de l'autre côté l'Ubac, peint en gris, sur lequel on aperçoit à peine une ou deux masures. Enfin d'ailleurs au Moyen-Âge, on dit plutôt adroit et envers que Adré et Ubac. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Les montagnards doivent se partager des surfaces réduites, pentues ou alors perpétuellement exposées au risque de crue, et tout ça en plus sur le meilleur versant seulement. Et je ne vous parle même pas des quantités invraisemblables d'éléments naturels qui veulent votre mort et celle de votre troupeau. Entre les tempêtes, les orages, les avalanches, les coulées de boue, les glaciers qui avancent en écrasant tout sur leur passage, la vie montagnarde n'est clairement pas un long fleuve tranquille. Et pourtant, il y a bien des gens dans les montagnes médiévales. À la fin du XIIIe siècle, on peut même dire qu'elles sont quand même très peuplées. Les Alpes aujourd'hui supportent une densité d'environ 60 habitants au kilomètre carré, avec évidemment de sacrés écarts, et dans les années 1330, on estime que la densité réelle était déjà de 6 à 10 foyers par kilomètre carré. C'est-à-dire pas loin de 24 à 50 habitants par unité de surface, ce qui, compte tenu des techniques agricoles de l'époque, est absolument énorme. Mais alors, qui sont ces gens ? Qui sont les fous, les fêlés de la charrue qui sont prêts à affronter les terribles conditions climatiques de la montagne pour arracher de quoi vivre à cette terre quasi stérile ? En 730, le duc des Alamans Théobald en a ras le casque de l'abbé de Reichenau. Le gars se pique de convertir les Alamans au christianisme, mais il ne prend pas trop de pincettes, aussi le duc décide-t-il de sévir. Pour que l'abbé ne puisse plus nuire, il faudrait qu'il le mette au vert dans un endroit désert où il aura tout le temps de réfléchir à sa vie. Tu ne vends pas de bateau de la mer.
je ne vends pas de bâton de la mort. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Et ça tombe bien, le sud du duché des Alamans est justement occupé par un désert montagneux presque totalement vide d'habitants, la vallée de la Reuss. Il expédie donc son abbé récalcitrant dans cet endroit qu'il considère comme éloigné de toute civilisation. 8 siècles plus tard, la vallée de la Reuss n'est plus déserte, bien au contraire. Certes, pour les observateurs européens, le territoire est toujours éloigné de toute civilisation, mais aucun d'entre eux n'aurait le courage d'aller le dire en face aux redoutables habitants de ces montagnes. Car entre-temps, la vallée de la Reuss est devenue le canton suisse d'Uri, avec le taureau pour emblème, membre de la redoutable confédération qui fera régner la terreur sur les champs de bataille européens jusqu'à Marignan. Alors attention, les montagnes européennes ne sont pas toutes désertes au 8e siècle. La première vague d'installations montagnardes date en fait du néolithique. Ça nous rajeunit pas, hein. Entre 6000 et 3000 avant notre ère, les premiers agriculteurs colonisent les vallées et commencent à déboiser les profondes forêts qui les coiffent. Ce petit jeu se poursuit durant l'âge du fer ainsi que durant la période romaine. On voit des mines s'ouvrir par-ci par-là, les forêts reculer, mais globalement le peuplement reste cantonné aux vallées les plus accessibles. Les Romains, de toute façon, ne s'intéressent pas tellement aux montagnes en elles-mêmes. Tant que les légions peuvent franchir les cols, c'est bien là l'essentiel. Lorsque l'Empire s'effondre, les montagnes deviennent même une sorte de refuge. Éloignées des grands axes de communication, peu prospères, les vallées montagnardes n'intéressent pas tellement les conquérants barbares. Elles ne restent pas totalement non plus à l'écart du changement de civilisation pour autant, puisque les Burgondes et les Alamans, par exemple, s'installent dans l'arc alpin, mais ils se fondent rapidement dans la population locale. De fait, c'est assez difficile de savoir vraiment à quoi ressemble la montagne dans les premiers siècles médiévaux. On sait au moins que les toponymes en Villars, par exemple, datent de cette époque. Vous savez, du style Villars de Lens dans le Vercors, Lens-le-Villars en Maurienne, ou même la chocolaterie suisse Villars, d'ailleurs. Mais c'est quand même des indices assez ténus, il faut pas se le cacher. Heureusement, on a quand même un document qui nous permet d'entrouvrir d'1 millimètre la pénombre de l'histoire. Ce document, c'est le testament du patrice Abon. Mais il faudrait s'occuper du testament. Oui, naturellement. Vous savez ce que vous avez à faire. Bien sûr. Biffon, le maître d'hôtel. Notre bon Abon rédige ses dernières volontés en 739 et lègue tout ce qu'il possède à une obscure abbaye qu'il vient tout juste de fonder. Bon, ça, à la rigueur, on s'en fiche un peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous décrit tout ce qu'il possède en montagne, justement. Et il a plein de trucs. De grands domaines à l'antique, avec des cultures très variées, des colons qu'il a installés sur d'anciennes terres qui lui appartenaient pour qu'il l'exploite à sa place, des villages entiers, carrément, notamment Modane, dans la vallée de la Maurienne, qui a aujourd'hui une gare TGV, s'il vous plaît, et même 3 bergers qui s'appellent Blanchon, Marius et Laurent, et qui s'occupent pour lui de ses nombreux moutons. Donc en résumé, non, la montagne d'Abon n'est pas déserte, mais ça reste quand même très localisé, évidemment. Non, le vrai bouleversement se produit plutôt dans les siècles du Moyen-Âge central. D'un coup, les hommes décident de partir à la conquête de la montagne pour de bon. Et encore une fois, ce sont nos amis les moines qui sont à l'avant-poste de cet arraisonnement des hautes vallées. Globalement, il faut bien le dire, ce sont eux qui vont lancer le modèle de l'alpage et de ces paysages de carte postale avec les vaches qui broutent paisiblement et les sommets enneigés en arrière-plan. Mais alors, comment ça s'est passé exactement ? Eh bien déjà, le mouvement de fondation des abbayes montagnardes commence assez tôt, finalement. Les grandes abbayes suisses sont fondées dès le Haut Moyen-Âge. Saint-Gall est créé en 612 et Einsiedeln en 934. Dans les Vosges, l'abbaye de Münster, mondialement connue pour produire le meilleur des fromages, voit sa première pierre posée en 660.
Murbar, sa voisine de l'autre côté du petit ballon, pose ses valises dans la vallée en 728. Alors évidemment, fonder une abbaye, ce n'est pas seulement construire le bâtiment. La fondation a besoin de terre pour se développer et pour financer sa vie quotidienne. Et ça tombe bien, les montagnes ont justement plein de terres, plus ou moins désertes, qui n'attendent que ça. On peut penser d'ailleurs que pour les seigneurs qui font don d'une terre en montagne à l'abbaye du coin, l'offrande ne devait pas coûter trop cher. Mais enfin, c'est le geste qui compte. Et rapidement, les abbayes se distinguent par leur vision de gestionnaire. Elles veulent mettre en valeur les terres qu'on leur a filées dans le but d'accroître leur richesse, leur rayonnement et leur puissance, autant spirituelle qu'économique. Finalement, c'est un peu comme une partie de Catan, quelque part. L'élevage existe déjà dans les montagnes du Haut Moyen-Âge, bien entendu, mais les abbayes vont le développer à un niveau inédit. Dès 934, l'abbaye suisse d'Einsiedeln, que vous connaissez peut-être comme le lieu de naissance de l'alchimiste Paracelse, 659 ans plus tard, homme exceptionnel dont vous pouvez découvrir la vie dans l'un des épisodes premium du podcast, Einsiedeln donc produit du fromage en envoyant ses troupeaux de vaches brouter l'herbe verte des alpages. Enfin, des Alpes, comme on dit, au Moyen-Âge. Pour tirer le meilleur parti de cet or vert qui pousse sur les pentes de la montagne, les abbayes tissent autour d'elles tout un réseau de terres, de droits et de servitudes de passage, leur permettant d'avoir toujours de quoi nourrir leurs volumineux troupeaux. Tenez, prenez l'abbaye de Léoncelle, une brave fondation de cisterciens entreprenants qui s'installe dans le Vercors en 1137. Pour gérer la transhumance de leurs moutons, ils ont 8 granges, c'est-à-dire des bâtiments agricoles dans lesquels ils peuvent stocker de quoi nourrir les moutons durant leurs longues balades. Ils en ont 5 dans les montagnes du Vercors et 3 dans la plaine, en Isère et dans le coin de Valence, là où leurs troupeaux passent l'hiver. Ces points d'étape sont également dotés de moulins, de vergers, de champs, et chaque fois qu'ils le peuvent, nos braves cisterciens achètent les terres attenantes pour développer leurs granges. Évidemment, des milliers de moutons qui se déplacent, ça n'est pas très discret. Et les seigneurs qui habitent le long de la route comptent bien se servir au passage. Et oui, c'est comme ça au Moyen-Âge, il faut payer dès qu'on emprunte une route. Ce droit de péage sera appelé au XIVe siècle le pulvérage parce qu'on le prélève à cause de la poussière soulevée par les pattes des milliers de moutons qui parcourent les terres du seigneur. Alors théoriquement, ce droit sert à entretenir la route, mais dans la réalité, c'est plus ou moins du racket en fait. Hey, Big Day, tu as encore frappé un môme? Celui-là l'avait cherché. Ouais. 5 contre 1. Quel courage. Pour éviter ça, les moines de Léoncelle font les yeux doux, graissent des pattes et signent des centaines d'actes chez le notaire pour se garantir un péage abaissé ou supprimé, parce qu'évidemment, leurs troupeaux parcourent les terres de nombreux seigneurs. Et ça marche. En 1165, le marquis de Provence accorde un libre passage aux bêtes du monastère sur ces terres, c'est gratuit. Bon, par contre, pour le seigneur de Paix-la-Folle, là, il a fallu négocier sec. Le gars décide quand même de prendre un mouton comme péage à chaque fois que le troupeau passe, mais en échange, les bergers peuvent couper autant de bois qu'ils le veulent pour faire du feu, ça c'est plutôt sympa. Mais attention, les moines ont de la suite dans les idées. Toutes ces terres gastes et stériles dans les montagnes peuvent être mises en valeur, et les bras squelettiques des cisterciens et autres chartreux ne suffiront pas à défricher tout ça, évidemment. Dès le XIIe siècle, les abbayes de montagne, tout comme les autres seigneurs ecclésiastiques et laïcs, se mettent à chercher des colons, des paysans pour exploiter des parcelles de terre dans des états, disons, variés. C'est par ce mécanisme, en fait, que la conquête de la montagne prend de l'ampleur. Des hameaux se créent, la forêt recule, les alpages s'étendent et les solitudes désolées, balayées par les vents, s'hérissent de maisons et d'églises. Dans l'ensemble, ce sont plutôt les hautes vallées perchées au-delà de 1000 mètres d'altitude qui sont ainsi colonisées. Les basses vallées étaient déjà, pour la plupart, bien humanisées.
On connaît bien par exemple le village d'Arit, un endroit colonisé au XIVe siècle dans le massif des Bauges. Les terres situées à 700 mètres d'altitude sur le village sont déjà occupées au moins depuis le IXe siècle. Au-dessus de la plaine s'étendent les monts entre 900 et 1300 mètres d'altitude, noyés dans la forêt. Dès la fin du XIIIe siècle, le seigneur du coin, qui est également le comte de Savoie, a ouvert cette zone aux colons. Il faut dire qu'on commençait un peu à être à l'étroit dans la vallée, car les couples de paysans accouchaient à chaque génération d'une marmaille pléthorique. En 1323, 2 hameaux sont créés au fond de la vallée, en bordure de la forêt. Ces 2 ravissants endroits, appelés respectivement les Champs et Charmillon, n'attendent plus que des familles pour les mettre en valeur. En 1325, on apprend que 14 foyers s'y sont déjà installés. En 1335, lors du recensement suivant, ils sont désormais 20 familles à bûcheronner dur pour faire reculer la forêt et étendre les cultures. Malgré tout, la vie n'est pas facile. Les familles des 2 hameaux n'ont même pas de quoi payer la redevance d'1 miche de pain par an, c'est pourtant pas énorme, qu'exige le seigneur pour leur ouvrir le droit de pâturage pour leur bétail. Il faut dire que ces terres ne sont pas super fertiles, mais bon, pas le choix, on fait avec. Mais dans Saluste, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. À la veille de la grande épidémie de peste qui survient en 1348, la montagne est pleine à craquer. Sur les Grands Causses, par exemple, en Lozère et dans l'Aveyron actuellement, il y a plus de monde à l'époque qu'aujourd'hui. La forêt a beaucoup reculé et les seigneurs commencent à mettre le holà. La tension monte car la montagne reste la montagne. La vie y est dure, l'espace rare, et chacun doit se battre pour conserver ses droits et ses parcelles. Comme le dit l'historien Nicolas Carrier, c'est la guerre de tous contre tous sur l'alpage. Et attention, ça n'est pas une figure de style, on se bagarre vraiment pour le contrôle de l'or vert que constituent les alpages. Tenez, vous vous souvenez de l'abbaye d'Einsiedeln, la fameuse, en Suisse. Dès le milieu du XIIe siècle, les communautés paysannes de la vallée de la Sille sont à couteau tiré avec l'abbaye, les 2 équipes cherchant à contrôler les alpages nichés sous la crête à 2000 mètres d'altitude qui entoure cette magnifique vallée. Au milieu du XIIIe siècle, les communautés se fédèrent dans une nouvelle entité qui va devenir le canton de Schwytz. Et les rudes montagnards de Schwytz, il faut pas les titiller. L'enjeu n'est pas seulement économique, il est désormais politique. Dès 1308, les montagnards cessent tout simplement de payer pour l'exploitation des pâturages qui appartiennent à l'abbaye. En 1309, la tension monte tellement que l'abbaye obtient l'excommunication de tout le canton. C'est pas grave, les Schwytzois contre-attaquent et font appel au pape qui lève la sentence. La guerre des pâturages continue de plus belle, à tel point que l'abbaye d'Einsiedeln n'a plus d'autre choix que d'en appeler carrément à l'empereur, Henri de Luxembourg. Et la liste des griefs est sacrément longue. Les moines se plaignent que les montagnards pêchent et chassent sans autorisation, pillent les granges de l'abbaye, volent le bétail et le matériel, et qu'ils ont même pillé des églises pour se piturer sur l'autel à coups de vin de messe. Henri prête une oreille attentive, évidemment, mais au fond, il ne peut pas faire grand-chose. La montagne est une formidable forteresse. Il ne prendra pas le risque d'amener son armée jusque là-bas, simplement pour quelques vaches volées et quelques bouteilles vidées. Afin qu'il soit jugé pour ses crimes. Qui sont Qui sont à la participation au génocide. Ah ça Ah oui. Quelle histoire ça aussi. Les Suisses sont grisés par leur invincibilité et décident de passer à la vitesse supérieure. Dans la nuit du 6 janvier 1314, pendant que vous êtes en train de manger votre galette des rois, ils rassemblent leurs troupes et marchent carrément sur l'abbaye d'Einsiedeln. L'abbé s'enfuit, mais toute la communauté est faite prisonnière. Pour faire bonne mesure, les montagnards pillent la cave des moines et se livrent à une immense beuverie au sein de ces vénérables murs. Là, c'est trop. L'empereur décide enfin d'intervenir. Il envoie son gars sûr, le duc Léopold de Habsbourg, châtier ces Suisses un peu trop sûrs d'eux-mêmes. Le duc débarque donc à l'automne 1315 dans les alpages avec son armée, mais manque de bol pour lui, sa petite expédition suscite un véritable élan national dans les cantons.
Les troupes du canton de Schwytz s'assemblent, rapidement rejointes par les montagnards des cantons d'Uri et d'Unterwald. Le choc a lieu tout proche de Zurich, sur la plaine de Morgarten, le 15 novembre 1315. L'armée du Habsbourg est écrasée bien comme il faut par les cantons, ouvrant 2 siècles durant lesquels les fameux mercenaires suisses resteront invaincus sur le champ de bataille. Et tout ça pour du fromage. Mais trêve de rencontres sanglantes et de beuveries au vin monastique, revenons à nos montagnes. On sait qu'elles sont pleines à craquer, mais comment on y vit exactement? Qu'est-ce qu'on y fait? Ça ressemble à quoi la vie quotidienne d'un montagnard du XIVe siècle avant la peste noire, au milieu de sa vallée verdoyante, entourée de crêtes majestueuses? Les paysans du Moyen-Âge central n'ont pas dompté la montagne, mais ils se la sont appropriée. Jusqu'au XIIIe siècle, les alpages ne sont occupés que de manière temporaire, et les montagnards logent dans de frêles constructions en bois, destinées en fait à tenir le temps de l'estive. Avec la conquête de la montagne, les paysans sont là pour rester. Ils s'installent. On commence à voir des maisons en pierre sèche, et même à partir du XIIIe siècle, de véritables chalets. Alors attention, ça c'est pour les plus riches. Un chalet, c'est quand même un sacré investissement. Avec son soubassement en pierre et sa solide structure en madrier, il peut accueillir à la fois la famille, les bêtes dans l'étable et même la chambre nécessaire à la fabrication du fromage. Les plus grands ont plusieurs étages et on peut y vivre jusqu'à 8, 10 ou 12. Il faut dire qu'en montagne, en tout cas au moins dans les Alpes et les Pyrénées, on aime la promiscuité. Laissez-moi vous parler un peu de la famille souche, la structure sociale prédominante dans ces coins-là. Imaginez que vous êtes un jeune montagnard de 20 ans. Votre père décide qu'il est grand temps pour vous de vous marier et de fonder une famille. C'est probable qu'il vous trouve une épouse, mais si jamais vous avez en vue une jeune fille du coin et que les 2 familles sont d'accord, eh bien on y va, ça part en os. Et après, vous croyez peut-être que le patriarche va vous filer un lopin de terre et 3 vaches pour aller mener la belle vie avec votre dulcinée? Eh ben non, certainement pas. Votre nouvelle femme vient s'installer avec votre propre famille dans le chalet et le nouveau couple que vous formez va désormais vivre sous la tutelle paternelle et maternelle. C'est pareil pour vos autres frères, et si vous avez des enfants, ils sont les bienvenus également. Alors je ne sais pas si vous imaginez la promiscuité dans ces chalets surpeuplés où se croisent 3 générations différentes, surtout pendant les longs mois d'hiver. D'ailleurs, même après la mort du patriarche, beaucoup de familles continuent à vivre de cette manière. On appelle ça une frérèche, c'est-à-dire plusieurs familles issues de la même souche qui cohabitent sous le même toit et partagent les mêmes terres. Il avait sa petite famille. Ça vous ramollit, Légnard. Et une virago dans son lit. Ouais, il est plus heureux mort. Alors heureusement quand même, les occasions de sortir de cette vénérable demeure pleine à craquer ne manquent pas. En tant que montagnard du XIVe siècle, vous avez des journées bien remplies. Déjà, avant toute chose, vous êtes un agriculteur, donc vous allez vous occuper de vos champs. En général, vos parcelles sont semées de seigle, d'orge et d'avoine, mais ça peut aussi être du chanvre, par exemple. Alors attention les petits malins, pas pour se détendre, mais plutôt pour le vendre à la ville. Enfin, quand je dis parcelle, au XIVe siècle, certains lopins de terre relèvent plus de la plate-bande que du véritable champ. À Saint-Martin en Vésubie, dans le Mercantour, la taille moyenne des champs est d'1/2 hectare, et parfois, ça tourne vraiment au ridicule.
On trouve par exemple une parcelle qui fait à peine 2 mètres de large et même un châtaignier partagé entre 2 propriétaires. Alors évidemment, vous ne pouvez pas vivre avec une parcelle de ce genre-là. La plupart des familles exploitent entre 2 et 8 hectares répartis en plein de mini-parcelles. Donc vous allez marcher, c'est moi qui vous le dis. Vous allez vous balader d'un bout à l'autre de la vallée, avec votre houe sur l'épaule, ça vous fera du bien. Alors les champs, c'est bien, mais le plus important, c'est surtout de s'occuper des prés. Bah oui, votre bétail va consommer des charretées entières de foin durant toute la mauvaise saison. En moyenne, les vaches et autres moutons restent entre 7 et 8 mois à l'étable, donc vous avez intérêt à faire le plein. Et effectivement, les montagnards choient leurs prés. C'est l'un des rares endroits en Occident où on préfère épandre le fumier des animaux sur les prés plutôt que sur les champs. Les paysans déploient des efforts colossaux pour bien irriguer ces parcelles si précieuses. Ils creusent des rigoles pour amener l'eau du torrent de la vallée et la répartir dans les prés, mais parfois, c'est beaucoup plus spectaculaire que ça. Dans le canton du Valais, par exemple, on peut aujourd'hui randonner sur l'ancien bis du Torrent Neuf à Savièse. Et c'est quoi un bis ? Eh bien, ni plus ni moins qu'un canal aménagé pour amener l'eau depuis les sommets vers la vallée pour l'irrigation. Mais celui-là, construit à partir des années 1430, il est quand même sacrément ambitieux. L'eau dévale 600 mètres de dénivelé sur 11 km de parcours, en franchissant des précipices vertigineux le long de fragiles rigoles de bois. L'eau qui jaillit en millions de bulles miraculeuses pour donner une vie longue, joyeuse. Je suis l'eau devenue légende et qui s'appelle Rio Kézak. Tout ça pour du fromage! Eh bien oui, on ne rigole pas avec les bêtes à lait dans les montagnes du XIVe siècle. Avec le développement de l'élevage, la gestion des alpages a considérablement évolué. En général, on oppose 2 systèmes au Moyen-Âge et à l'époque moderne, la petite et la grande montagne. Alors, rien à voir avec la hauteur des sommets, c'est une question économique, plutôt. En gros, dans le système de la petite montagne, chaque famille se débrouille avec son troupeau ou ses quelques vaches. Chacun est responsable pour lui-même, récolte son propre lait et fabrique son propre fromage. Ça n'empêche pas que dans beaucoup d'endroits, les alpages de la communauté soient mis à la disposition de tous, moyennant le paiement d'un droit dit de consortage. Tu payes ton droit, tu fais monter tes bestiaux dans l'alpage et tu les surveilles avec ta famille jusqu'à ce que la mauvaise saison arrive et pendant ce temps, tu produis ton fromage dans ton coin. Le système de la grande montagne, c'est très différent. Là, tous les éleveurs disposant du droit sur un alpage mettent leurs troupeaux en commun pour en confier la garde à des bergers salariés. Le gros avantage, c'est que les propriétaires peuvent profiter de l'été pour s'occuper de leurs champs et surtout de leurs prés, pendant que d'autres surveillent leur investissement sur pattes. Évidemment, ça n'est pas toujours aussi simple. On recrute souvent les bergers hors de la vallée et ils ont clairement mauvaise réputation. Comme les troupeaux ne leur appartiennent pas, en tout cas pas totalement, ils sont fréquemment accusés de négligence, voire même carrément de vol. Beaucoup viennent avec quelques bêtes à eux, mais ils sont tentés de laisser les autres bergers s'en occuper à leur place pendant qu'ils font autre chose. En 1363, une coutume locale prévoyait même qu'à chaque jour d'absence, une des bêtes du berger lui-même serait tuée. Si l'absence continue, le propriétaire a même le droit de balancer la tête des bêtes égorgées à la figure du berger absentéiste si jamais il le retrouve, ça rigole pas. En général d'ailleurs, les sources montrent que les montagnards ont une véritable hantise des étrangers, enfin des gens qui ne sont pas de la vallée, qui confinent presque parfois à la paranoïa. Ils redoutent plus que tout de voir des intérêts extérieurs à leur vallée faire irruption dans un système qui est déjà tendu à l'extrême. Et pourtant, ça arrive souvent. Comme les alpages sont exploités en commun, certains montagnards sont tentés de profiter de l'affaire. Les statuts de l'alpage de Savières, dans le Valais suisse, sont pourtant très clairs en 1447. Les éleveurs ne peuvent mener en estive que les bêtes qu'ils sont en capacité de garder l'hiver dans leur propre étable. Mais la réalité, c'est que la règle est très souvent contournée. Des paysans peu scrupuleux font hiverner une partie de leur troupeau en plaine avant de le ramener l'été venu pour profiter de l'alpage.
D'autres se font payer par des éleveurs de la plaine pour introduire leurs vaches dans le troupeau commun. Évidemment, tout le monde en paye le prix, car ce genre de pratique risque d'épuiser l'alpage. Mais l'appât du gain est plus fort que tout. Mais pourquoi tu fais ça, Jack? L'argent, Hubert. Beaucoup d'argent. Moi, les beaux yeux du président Coty ne me suffisent pas pour vivre. Les coutumes interdisent également de céder ou de vendre ses droits sur l'alpage. Dans la coutume rédigée en 1444 pour la vallée de Cadore, un somptueux endroit des Dolomites, il est écrit que, je cite, « Aucun consort ne pourra plus d'aucune manière vendre, donner ni léguer en testament sa part de consortage à aucun étranger ou non-consort. Si toutefois quelqu'un faisait une telle vente, elle serait nulle et sa part irait accroître celle des autres. » Forcément, vu la ruée vers les alpages, un tel droit d'exploitation pouvait se revendre à prix d'or, mais la communauté veille au grain pour éviter que tout parte à volo. Tout ça pour du fromage. Alors, vous vous dites peut-être que ces histoires de petites et de grandes montagnes, de consortage et toutes ces sornettes, c'est moyennement important. Et pourtant, je peux vous dire que vous vous trompez lourdement. Et oui, écoutez-moi bien, sans l'émergence du système de la grande montagne, la raclette n'existerait même pas. Vous le croyez ça? J'en ai ras-le-bol de tes boniments, je ne te crois pas, un point c'est tout. Alors, change de disque, ok? Merde! Reprenons. La grande montagne, c'est la mise en commun du troupeau sous la houlette de plusieurs bergers. Et ces bergers, ils sont collectivement responsables de la traite. Donc c'est pas seulement la garde du troupeau qu'on met en commun, c'est aussi sa production. C'est grâce au système de la grande montagne que les montagnards peuvent se mettre à fabriquer des fromages en grosses meules qui nécessitent beaucoup de lait, comme on voit dans les vidéos de David Castello-Lopez. Et c'est à cette époque que naissent certains des fromages les plus célèbres aujourd'hui. On se fait un petit tour d'horizon, bande de gourmands? Le comté, par exemple, est retracé jusqu'en 1263 dans une fruitière de Poligny. Fruitière d'ailleurs, c'est aussi un terme médiéval, on parle de fruits pour désigner le fromage dans plusieurs dialectes des Alpes, notamment. Même chose pour l'abondance, produite à partir du XIVe siècle par l'abbaye du même nom en Haute-Savoie, tout comme le Beaufort, le Gruyère et l'Emmental. L'emmental suisse, c'est onctueux, c'est goûtu, c'est complexe. Bref, c'est tellement mieux que l'emmental normal que ça m'a donné envie d'aller en Suisse pour savoir comment il était fabriqué. Le Münster, roi des fromages, est également un produit monastique, issu de l'abbaye de Münster, justement. En fait, c'est même un pléonasme, puisque Münster vient du latin monasterium, qui veut dire monastère, abbaye quoi. Le Roquefort aussi trace sa puanteur jusqu'au Moyen-Âge. C'est le chroniqueur Noctaire le Bègue qui raconte au IXe siècle comment Charlemagne, un jour qu'il est de passage chez l'évêque d'Albi, se voit présenter un fromage dit persillé, venant des montagnes de l'Aveyron. L'empereur pense que ces tâches sont de la pourriture, ce en quoi il a totalement raison, il faut quand même le souligner, et entreprend de les enlever méthodiquement. Sauf que là, l'évêque s'affole et lui explique que c'est péché, la pourriture c'est justement ce qu'il y a de meilleur dans ce fromage. Là-dessus, notre bon Charlemagne goûte et s'aperçoit que le prélat a bel et bien raison. Bon, c'est peut-être un peu tôt pour parler vraiment de Roquefort, mais vous voyez l'idée. Alors malheureusement, tous les fromages médiévaux ne sont pas parvenus jusqu'à nos bouches, mais on a quand même des sources pour essayer d'imaginer à quoi ils pouvaient bien ressembler. Il y a notamment un bouquin assez ouf, je trouve, qui s'appelle la Summa Lacticignorum, rédigé par un médecin italien du nom de Pantaleone da Confienza en 1477. Alors, il y décrit plein de types de fromages, dans le but très clair de convaincre ses lecteurs des bienfaits des laitages de montagne sur la santé. Alors, c'est un peu l'ancêtre de la campagne sur les produits laitiers, si vous préférez. Les produits laitiers sont nos amis pour la lait. C'est bon ou tu la veux en râpe? Il parle notamment des lombes de Maurienne, des sortes de gros fromages d'un demi-mètre de circonférence qui sont affinés sur des bâtons en bois. Et comme le dit Pantaleone lui-même, ces fromages sont en fait extrêmement pâteux, et lorsqu'ils sont exposés au feu, ils fondent avec une incroyable facilité. En hiver, on étend les croûtes sur du pain légèrement grillé, ce qui constitue un mets apprécié par beaucoup.
Ces fromages sont très célèbres parmi ceux du duché de Savoie. Ici, on produit aussi certains fromages dits vacherins, ronds, épais, très gras, qu'en hiver, on fait aussi fondre au feu. Les amis, je crois qu'on a trouvé l'origine de la raclette. En fait, c'est assez fréquent en Suisse, dès le XIIIe siècle, de faire fondre certains fromages au feu, mais la façon actuelle, avec une débauche de charcuterie et de patates, est évidemment très récente. Pantaleone parle aussi du sérac du Val d'Aoste, un fromage fabriqué à partir du petit lait, c'est-à-dire le rebut de la première pression du fromage. Et le sérac, c'est tout simplement l'ancêtre de la ricotta. Franchement, l'univers du fromage médiéval, c'est assez fascinant, je trouve. En plus, les montagnards entretiennent tout un tas de traditions un peu bizarres qui rendent le tout particulièrement folklorique. Tenez par exemple, est-ce que vous connaissez l'ossiège ? C'est une sorte de taxe. Les taxes. Pour obtenir le droit de faire paître leurs bêtes sur les alpages d'une abbaye, les éleveurs devaient donner aux moines l'équivalent de 2 ou 3 jours de production fromagère. Ce versement sert aussi à entretenir les bâtiments de production, puisqu'ils appartenaient la plupart du temps à l'abbaye elle-même. Vous le savez maintenant, les relations n'étaient pas toujours au beau fixe entre les éleveurs et leurs propriétaires tonsurés, c'est le moins qu'on puisse dire, si bien que des façons un peu tarabiscotées de répartir la production ont été inventées. Prenez la chartreuse du Reposoir, un monastère absolument sublime situé aujourd'hui en Haute-Savoie, dans le massif des Bornes. En 1372, les Chartreux établissent un règlement pour le prélèvement de la taxe, de l'ossiège. Les éleveurs leur doivent 4 jours et demi de production. Après la saison, les fromages sont entassés dans un chalet, mais chacun pense évidemment que l'autre va chercher à le tromper. L'abbaye est persuadée que les éleveurs maquillent les moins bons fromages pour s'en débarrasser facilement, et les éleveurs sont convaincus que l'abbaye va vouloir prendre les plus gros fromages de toute la saison. Pour que tout le monde soit content, la procédure est en fait assez complexe. L'envoyé des moines doit se placer sur le seuil du chalet, un pied dehors et un autre dedans. Depuis cet équilibre précaire, il doit pointer avec un bâton les fromages qui lui semblent les meilleurs à prendre pour l'abbaye. Alors évidemment, pour éviter les entourloupes, le règlement dit bien que les éleveurs ont obligation d'éclairer généreusement le chalet pour que l'envoyé voie bien la qualité des fromages. Donc il choisit avec son bâton la moitié des fromages, puis a le droit d'entrer pour choisir la moitié restante. En 1375, le règlement évolue encore un peu. Désormais, l'envoyé peut entrer dès le début dans le chalet, mais à condition de ne toucher les fromages qu'avec un seul doigt, à lui de choisir lequel. Attention, non, nouvelle règle, j'ai mieux, j'ai mis des petites braises, ça brûle les petites braises, et puis nouvelle règle. Avec la remise des fromages, la saison de l'estive s'achève. Alors commencent les longues nuits d'automne, puis d'hiver. Les températures baissent, le gel menace, les cols se ferment. Bientôt la vallée devient silencieuse, tapissée par un épais manteau de neige. Pour la plupart des montagnards, il n'est pas question de passer cette longue morte saison à se tourner les pouces. Mais maintenant que le foin est rentré, les bêtes à l'étable et les fromages à l'affinage, que faire de tout ce temps libre ? Eh bien pour beaucoup de paysans des hautes vallées, c'est le moment de descendre de leur montagne pour se mêler au peuple des plaines. Alors, comme chaque automne, les villes du Piémont voient arriver à leurs portes ces hommes étranges, au teint hâlé et aux jambes noueuses, bien décidés à profiter de la saison des neiges pour gagner de quoi faire vivre leur famille. Au Moyen-Âge, les montagnes et les villes se croisent rarement. Évidemment, il y a des foires et des marchés, notamment dans les vallées qui donnent accès aux grands cols empruntés par les voyageurs.
En plus de ces occasions ponctuelles, il y a la morte saison, durant laquelle les éleveurs cherchent à gagner de quoi acheter les céréales qui leur manquent pour nourrir la petite famille. Dès la fin du Moyen-Âge d'ailleurs, les zones de montagne se spécialisent. Les Suisses font d'excellents mercenaires, les montagnards du Val d'Aoste sont colporteurs ou merciers, les Savoyards travaillent comme maçons ou comme haleurs de barges le long du Rhône, les habitants des Dolomites vont décharger des navires à Venise, etc., etc. Malgré ces échanges, toutefois, la montagne reste isolée, surtout lorsqu'on sort des vallées principales. Le relief, la distance, les conditions climatiques sont un rempart qui sépare les habitants des plaines de leurs cousins des montagnes. On le voit bien avec la question des églises paroissiales. Les colonies installées dans les hautes vallées n'ont pas toujours été dotées de leur propre lieu de culte, si bien que les colons dépendent parfois pour les rites essentiels d'une paroisse dont l'église se trouve fort loin. À Galtur, par exemple, en plein cœur du Tyrol, la colonie qui s'est installée en 1319 dépend de l'église paroissiale d'Ardez, à 20 km de là. Sauf que pour y faire enterrer un membre de sa famille, encore faut-il transporter le cadavre de l'autre côté de la crête, en passant par le col de Futschel, qui culmine à 2768 mètres. Dans le village de Bessan, en Maurienne, on a carrément pris l'habitude de stocker les morts sur le toit, dans l'épaisse couche de neige, en attendant d'avoir le temps de se rendre au cimetière le plus proche. Et encore ça, c'est dans le meilleur des cas. Il n'est pas rare que des crues ou des avalanches emportent les ponts franchissant les torrents, et là, le village est carrément isolé pendant des mois. Mais non, nous devons partir ce soir. Ce soir? Allons donc, vous voulez rire? La tempête fait rage, autant se suicider tout de suite. Oh non, 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 oh non, 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 non. Ceux qui habitent dans ces coins reculés, eh bien les habitants des villes ne les verront sans doute jamais. Dans l'ensemble, la montagne reste pour les urbains un désert, un endroit inaccessible où l'homme honnête n'a rien à aller trouver finalement. Il faut dire que la géographie médiévale ne s'intéresse pas tellement aux zones montagneuses. Tenez par exemple, vous saviez que la plupart des sommets n'avaient même pas de nom avant la Renaissance. Dans les Vosges, le Honeck est le premier à avoir été nommé et il a dû attendre le XVe siècle pour cela. Les Alpes ont été abondamment décrites par le naturaliste Konrad Gessner, mais là encore, il a fallu attendre le milieu du XVIe siècle. Sur les premières cartes, les montagnes ne sont souvent que des zones vagues ou floues, et on préfère s'intéresser aux villes, aux fleuves et aux voies de communication. Quelques géographes et savants sont toutefois saisis d'une véritable fascination pour ces solitudes glacées et ces reliefs acérés. On s'interroge par exemple sur leur formation. C'est vrai ça, la Terre est réputée avoir été créée parfaitement ronde, parfaitement plate. Pourquoi ces excroissances disgracieuses, ces tumeurs de la Terre, comme dit saint Augustin, sont-elles donc apparues? Eh bien, d'après le livre de Sidrac, une sorte d'encyclopédie anonyme rédigée en France au XIIIe siècle, c'est au moment du déluge que ça se passe. Les masses d'eau ont creusé des vallées dans la terre plate et parfaite et charrié d'immenses quantités de roches qui ont ainsi créé les montagnes. Au final, il semble logique pour les auteurs médiévaux que les montagnes, qui s'opposent à la plaine civilisée, soient les conséquences catastrophiques des péchés humains. Après tout, comme le dit l'Évangile selon saint Luc, je cite « Préparez le chemin du Seigneur, remplissez toutes les vallées, et que toutes les montagnes et toutes les collines soient rabaissées. Ce qui est tordu deviendra droit, et les chemins escarpés deviendront plats. » Voilà un beau programme qui ne risque pas de trop plaire aux gérants des stations de ski. D'autres philosophes s'intéressent également au climat. Pourquoi l'air est-il froid au sommet des montagnes alors qu'il est plus proche du soleil que l'air des plaines? Guillaume de Conches a la solution, et il l'explique dans le Dragmaticon au tout début du XIIe siècle. À cause du vent, l'air au sommet des montagnes est plus léger et toujours en mouvement, il est brassé par le vent. Le feu du soleil ne parvient donc pas à le réchauffer, contrairement à l'air de la plaine qui est presque immobile.
Alors, en dehors de ces considérations métaphysiques et géologiques, la montagne reste perçue par les intellectuels comme un lieu démoniaque, dangereux et opposé à l'idée même de civilisation. Ce n'est pas un hasard si la chasse aux sorcières a commencé dans les montagnes du Valais suisse durant les années 1420. Pour les juges de Sion, il était évident que le diable avait plus de prise dans ces communautés montagnardes que dans les villes hérissées d'églises et de monastères du plat pays. Et de fait, les montagnes charrient tout un imaginaire, miraculeux ou terrifiant. En Suisse, par exemple, se dresse au-dessus de la jolie ville de Lucerne le Pilate, un puissant sommet culminant à 2128 mètres d'altitude. Au cours du XIVe siècle se répand petit à petit une légende à son propos. Son sommet abriterait un lac maudit, au fond duquel seraient enfermés l'âme et le corps de Ponce Pilate, le tortionnaire du Christ. Quiconque dérangerait le sommeil millénaire du païen en lançant un objet dans l'eau par exemple, risquerait de provoquer sa colère et de déchaîner la foudre sur la ville de Lucerne. Cette légende est attestée dès 1387 et évidemment, avec un énoncé pareil, des curieux tentent l'ascension. En 1387 justement, on apprend son existence par un récépissé d'amende. 6 clercs de Lucerne ont été punis pour avoir tenté l'ascension du Pilate pour aller voir le lac de leurs propres yeux. La municipalité interdit fermement à quiconque de s'approcher du sommet, au moins jusqu'au XVIe siècle. Pas besoin d'aller tenter aujourd'hui, de toute façon, le lac a été comblé depuis et nulle trace du Ponce Pilate en question n'y a, heureusement ou malheureusement, été trouvée. C'est ça. Je vois pas quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Alors, heureusement pour les Lucernois, grimper sur les sommets n'est pas vraiment une passion au Moyen-Âge. Il faut dire que l'exercice ne présente alors guère d'intérêt. Quand on doit curer un fossé, s'occuper d'un troupeau, fabriquer du fromage ou descendre à la foire pour vendre une bête, on a quand même autre chose à faire que de s'amuser à gravir une montagne stérile juste pour s'en vanter ensuite. Même contempler la beauté des pics enneigés n'est pas un loisir très couru, on n'a pas de temps pour ça, tout simplement. D'ailleurs, les premiers alpinistes, la plupart du temps, sont de grands aristocrates qui n'ont plus ou moins que ça à faire. Les crêtes et les sommets restent donc, au Moyen-Âge, en dehors de l'humanisation qu'on voit dans les hautes vallées, car ces endroits n'ont aucun intérêt pour les habitants du coin. Dans l'ensemble d'ailleurs, l'exploit physique pour lui-même, ou même simplement le sport, dans le sens actuel de défoulement dans un contexte de loisir, tout ça en fait n'est pas tellement adapté à la mentalité médiévale. C'est un peu plus complexe que ça, évidemment, je trace l'idée à grands traits, mais vous voyez ce que je veux dire. Faudrait qu'on se fasse un épisode sur le sport d'ailleurs un jour, il y a franchement des choses à dire. Malgré cette pudeur médiévale pour les hauteurs, on trouve tout de même des traces d'alpinisme. En 1285, le moine italien Fra Salimbene raconte dans sa chronique comment le roi Pierre III d'Aragon a conquis le Canigou en 1280. Et oui, le Canigou, ce fameux pic qu'on voit même depuis Marseille et qui veille sur Perpignan. Bon alors cela étant, on ne va pas lui attribuer si facilement le brevet d'alpinisme, à notre Pierrot, parce que la chronique dit aussi qu'il s'est battu avec un dragon là-bas. Donc bon, on peut douter de la véracité de la chose. Un dragon, c'est vrai, j'ai vu un dragon, tout vert crachant des flammes, qui ne l'a vu ne saurait y croire. Des yeux tout rouges, une tête de lion, des ailes toutes noires. En 1336, c'est cette fois-ci Pétrarque, le grand écrivain italien, qui raconte dans une lettre comment il a gravi le mont Ventoux. Bon, c'est un peu moins impressionnant que les 2784 mètres du Canigou, mais c'est tout de même une belle balade. En plus, il dit l'avoir fait, je cite, « par le désir de voir la hauteur extraordinaire du lieu ». Donc là, c'est vraiment de la randonnée au sens moderne. Il raconte aussi à quel point il a galéré pour trouver le compagnon parfait pour y aller avec lui, et je suis sûr que ça vous rappellera plein de souvenirs de rando. Écoutez. L'un était trop mou, l'autre trop actif. L'un m'effrayait par son silence, l'autre par sa turbulence. Celui-là par sa pesanteur et son embonpoint, celui-là par sa maigreur et sa faiblesse. La froide insouciance de l'un et l'ardente activité de l'autre me rebutaient. Le reste de la lettre ne décrit pas grand-chose de l'ascension, cependant, et honnêtement, là encore, on peut douter de la réalité de la randonnée. Le texte est tellement philosophique et même métaphysique que ça ressemble plus à un rêve ou une expérience de pensée qu'à un véritable acte sportif. Mais en 1492, cette fois, c'est pour de bon, l'alpinisme va naître.
En juin de cette année, alors que Christophe Colomb se prépare à embarquer pour un long voyage, le roi Charles VIII traverse le Dauphiné pour aller prendre les eaux. Sur le chemin, il est frappé par la vue du mont Aiguille, une énorme dent de pierre culminant à 2000 mètres dans le massif du Vercors. Apprenant le nom que lui donnent les habitants du coin, c'est-à-dire mont inaccessible, tout un programme, il défie son capitaine, Antoine de Ville, un Lorrain pas connu pour sa carrière d'alpinisme jusque-là, de vaincre cette montagne en son nom. Nombre mourront de cruelles manières, mais c'est un sacrifice auquel je consens de bonne grâce. Le 26 juin 1492, le capitaine se présente donc au pied du mont avec une dizaine de compagnons. Comme il n'a pas l'habitude de grimper sur des rochers, ce soldat de 42 ans décide donc de faire comme il l'a fait toute sa vie pour les murs de forteresse, c'est-à-dire avec des échelles. Et c'est parti pour l'ascension. Le capitaine et ses hommes plantent des pitons dans la roche et grimpent sur une échelle après l'autre jusqu'à parvenir enfin sur le sommet battu par les vents. On imagine un peu la joie et même l'exaltation des hommes qui découvrent un point de vue grandiose avec la fierté d'être les premiers à contempler ce qu'ils ont sous les yeux. Et on n'a même pas besoin de l'imaginer car Antoine de Ville le raconte lui-même dans une lettre qu'il adresse au Parlement de Grenoble depuis le sommet du mont Aiguille, où il a décidé de poser son campement pour quelques jours afin de fêter la victoire sur la montagne. Quand je partis du roi, il me chargea de faire essayer si on pourrait monter en la montagne qu'on disait inaccessible, dont par subtil engin, j'ai fait retrouver la façon d'y monter à la grâce de Dieu. Et il y a 3 jours que j'y suis et plus de 10 avec moi, tant gens d'église que autres gens de bien, avec un esqueleur du roi, et n'en partirai jusque de ce que j'ai une réponse, afin que si vous avisant que vous trouverez peu d'hommes, que quand ils vous virent dessus et qu'ils vous verront tout le passage que j'ai fait faire, que y puissiez venir, car c'est le plus horrible et expouvantable passage que je vis jamais, ni homme de ma compagnie. La montagne est vaincue, mais ce n'est finalement qu'une bravade, un exploit isolé. Car pour l'homme du commun, le voyageur ou le soldat, le tout n'est pas de gravir la montagne et de vaincre ses sommets, mais c'est de la traverser. Et là, j'aime autant vous dire qu'en 1492, c'est toujours une aventure dangereuse et effrayante, dont les marchands et autres pèlerins se passeraient bien s'ils le pouvaient. Une croissance économique exceptionnelle agite l'Occident dès le XIe siècle. Or, qui dit croissance économique dit évidemment croissance des échanges. La chrétienté médiévale est alors parcourue en tous sens par un nombre invraisemblable de voyageurs au long cours. Marchands, banquiers, pèlerins, moines et cardinaux, secrétaires et convoyeurs, tout ce beau monde doit à un moment ou un autre franchir des montagnes. Les Alpes sont le principal obstacle que rencontrent les marchands comme les ecclésiastiques, car elles enserrent de leur haute crête le nord de l'Italie, l'une des principales usines du monde médiéval occidental et l'un des axes majeurs pour rejoindre depuis l'Europe du Nord, Rome est le plus célèbre de ses habitants. Depuis l'Antiquité, la géographie dicte l'économie. Historiquement, c'est le col du Grand Saint-Bernard, perché à 2473 mètres, qui a été le plus emprunté. La Via Francigena, ancienne voie romaine majeure, puis itinéraire de pèlerinage surpeuplé qui relie Canterbury à Rome, passe par ce col, pourtant fréquemment bloqué par la neige jusqu'au mois de juillet. C'est le col qu'on emprunte une fois qu'on a bifurqué à l'est depuis Dijon pour contourner le lac Léman et passer par Lausanne avant de se lancer dans l'ascension. Son gros avantage, c'est qu'il débouche directement sur la vallée d'Aoste, pas encore reconnue pour son jambon, et permet donc d'accéder très facilement au Piémont et de poursuivre son chemin à travers la plaine du Pô. Très fréquenté, il dispose même d'un hospice géré par une communauté de chanoines dès le IXe siècle. Ses concurrents directs sont le col du mont Cenis,
perché à 2081 mètres, qui relie la Maurienne à Suse. On a également le Petit Saint-Bernard, 2188 mètres, reliant la Tarentaise à la vallée d'Aoste, en rattrapant l'itinéraire de son grand frère, et enfin le col du Mont-Genèvre, 1850 mètres d'altitude, qui relie la vallée de la Durance au Piémont. Au XVe siècle, tous ces cols sont contrôlés par le duc de Savoie, qui joue alors le rôle de portier des Alpes. Au bluff, on peut toujours essayer. Sésame, ouvre-toi. Oh, ça marche! Mais justement, cette situation de monopole n'arrangeait pas trop les cantons suisses et toute l'Allemagne du Sud, isolée de l'Italie par une géographie peu clémente. Le manque de vallées perpendiculaires côté italien et le relief tourmenté des vallées suisses formaient une sorte de cul-de-sac, finalement, rendant très difficile le transit des hommes et des marchandises. Le développement économique fulgurant du nord de l'Italie, Venise et en particulier le grand centre industriel de Milan au XIIIe et XIVe siècle, va permettre toutefois l'émergence de nouvelles routes. C'est d'abord le col du Simplon, perché à 2006 mètres, qui bénéficie des efforts portés par les évêques de Milan dès la fin du XIIe siècle. Dans les années 1220, la construction par les communautés du canton d'Uri d'une passerelle au-dessus des gorges de Schölnen, le fameux pont du diable, tant le précipice qu'il franchit est abrupt et dangereux, permet d'ouvrir le col du Saint-Gothard à 2107 mètres d'altitude. C'est ce col qui va rendre les cantons suisses très riches, influents et surtout leur attirer l'amitié de tous les princes un petit peu malins. Il débouche côté italien sur les Grands Lacs vers Locarno et constitue la voie naturelle pour le débouché de l'économie milanaise. Plus à l'est, on a aussi le Brenner, 1370 mètres d'altitude, qui prend une importance croissante à mesure que le sud de l'Allemagne et l'Autriche entrent à leur tour dans une phase d'intense développement économique. Alors, notre organisation est encore petite, mais elle jouit d'un énorme potentiel. Un développement des plus agressifs. Et alors, ça ressemble à quoi de franchir ces fameux cols? Oh bah, c'est pas une partie de plaisir, hein, ça c'est sûr. Même en été, il faut évidemment affronter le dénivelé avec les marchandises qu'on porte, sur un chemin carrossable mais plein de poussière. En hiver, c'est bien pire, car aux orages et aux tempêtes de la belle saison succèdent les avalanches et les températures glaciales, prêtes à dévorer les voyageurs qui n'ont pas l'habitude de telles conditions. Le plus beau témoignage que nous ayons de cette traversée aventureuse est celui d'un marchand de draps originaire de Douai, un certain Jean Lesage, qui emprunte le col du Mont-Cenis en novembre 1518. Écoutez. À Suse, nous achetâmes tous des moufles et quelques-uns des chaussures à cause que nous approchions des montagnes terribles. Le 24 novembre, bien matin, nous prîmes chacun un mulet et les fîmes monter par quelques garçons dont ils eurent de la peine, car il neigeait fort et ne pouvait-on y aller que si quelqu'un ouvrait la voie. Et pour mon mulet et pour mon guide m'en coûta 20 gros. Nous, venus à l'hospice du Mont-Cenis, trouvâmes un cardinal qui allait à Rome et avait bien 100 chevaux de son train. C'était une pitié de les voir, car la neige était gelée contre leurs yeux, et ils ne voyaient quasiment rien. Nous qui étions environ 16, si nous les eussions rencontrés 2000 lieues plus en deçà, je crois qu'un de nous y fût demeuré mort de froid. Car c'est la manière que la plus petite compagnie se tire de côté pour faire passer la grande, car il vaut mieux perdre 20 hommes que 100. Et au dit chemin avions trouvé plusieurs, et il fallut qu'ils se détournassent. J'en avais pitié, car leurs chevaux étaient jusqu'à la panse dans la neige. Quand le cardinal fut passé, il faisait si grand vent et me crevait la neige les yeux que je ne sus me tenir. Le divan m'enfourchait et me laissa choir par derrière. J'étais en un lieu si raide que j'étais ainsi en cette peur lorsque vint accourant un guide qui m'avait vu partir et me cria que je m'arrête si je ne voulais mourir. Et le dit guide ramasseur me fit asseoir sur une ramasse, qui n'est autre chose qu'un fagot de genêt dont le gros bout est lié par une corde dont le ramasseur se sert pour tirer la dite ramasse. Et il avait un bâton ferré avec lequel il s'appuyait et il allait si raide et si vite que je perdais sens et entendement. Pendant que le ramasseur allait raide sur une pente, je culbutais dehors en abandonnant la petite corde à laquelle je me tenais et dégringolais plus de 10 pieds, dont nul ne croirait comment je m'échappais, car j'étais sur un abîme de plus de 600 pieds de profondeur.
Bernard, vous avez passé l'âge de faire des boules de neige, voyons. Je ne fais pas de boule de neige, je suis pris sous une avalanche. Tout ça pour quelques balles de laine, hein, franchement, faut le faire. Et pourtant, c'est le quotidien de tous les voyageurs. Beaucoup préfèrent prendre la route de terre plutôt que la route de mer, parfois tout aussi hasardeuse. Au moins peut-on s'abriter dans des hospices construits sur les cols par d'audacieux religieux. Au Mont-Cenis, Jean Lesage découvre même ce qu'il appelle la chapelle des Transis, un petit établissement dans lequel on balance par la fenêtre ouverte les voyageurs morts de froid et raidis par le gel en attendant de pouvoir les enterrer. Les habitants de Bessan, par exemple, ont également dans leur coutume l'obligation d'enterrer les voyageurs retrouvés dans la neige. Pour les montagnards, en tout cas, la fréquentation des cols est une véritable aubaine. Ça leur fait un petit boulot pour boucler la fin du mois et occuper les longues journées d'hiver. Alors on pourrait penser que c'est l'enfer, et pourtant il y a encore pire. Qu'est-ce qui peut être pire que de grimper un col à 2000 mètres d'altitude en portant des trucs lourds, avec le risque permanent de tomber dans un précipice, me demanderez-vous? Eh bien faire la même chose, mais avec une armure. Et oui, les militaires ont également besoin de franchir les Alpes, et dans la longue liste des conquérants et mercenaires qui ont emprunté les cols alpins dans un sens ou dans l'autre, entre Hannibal et Napoléon, il y a un épisode en particulier qui a marqué l'histoire. Le franchissement des Alpes par François Ier et son armée à l'été 1515. Waouh, alors ça, c'est une sacrée histoire. Comme vous le savez, puisque vous avez écouté Rêve d'Italie évidemment, François Ier décide dès le début de son règne, en janvier 1515, de porter la guerre en Italie pour aller récupérer le duché de Milan sur lequel il a un droit d'héritage. L'ennui, c'est que le fameux duché est gardé par une armée redoutable. Et là, on ne parle pas de piquiers de pacotille, mais rien de moins que les terribles mercenaires suisses, ces sortes d'ours hirsutes descendus de leur profonde vallée pour étriper du français. Leur réputation d'invincibilité leur vaut de faire payer très cher leurs services, mais François Ier n'est pas du genre à reculer devant la promesse d'une bonne bagarre. Laissez-les-moi! Laissez-les-moi! Après des mois de préparation, les 40 000 hommes et les 20 000 chevaux qui composent l'expédition se massent à Grenoble au mois de juillet. Un train d'artillerie de plus de 60 pièces accompagne les hommes, ainsi que plusieurs centaines de chariots, rien que pour la poudre et les boulets, des monstres d'1 tonne ou 2 qui avancent à la vitesse d'un escargot. Alors évidemment, trimballer tout ce bazar et cette grande compagnie sur les cols alpins ne serait déjà pas une partie de plaisir, mais voilà. Les Suisses, bien informés du mouvement des troupes françaises, ont décidé de bloquer toutes les voies d'accès. Le Mont-Cenis, le Mont Genèvre et même le col Daniel, tous ces passages sont impraticables. Si l'armée française s'y pointe, elle sera fixée par les Suisses au débouché de la route, incapable de se déployer et exposée aux tirs de ses ennemis. Évidemment, les hauts gradés français avaient prévu le coup, et ils réfléchissent depuis des mois à une alternative. Le maréchal Trivulzio, un vieux briscard de 75 ans qui connaît la région comme sa poche, a déjà fait du repérage avec le fameux chevalier Bayard, et il propose au jeune roi une idée très ambitieuse. Faire serpenter la colossale armée dans les cols de Vars et de l'Argentière, qui débouchent directement dans le Piémont via le Val Stura. Les Suisses ne les y attendent pas, car ces cols sont réputés impraticables par des cavaliers à cause de l'étroitesse du sentier qui ne peut accueillir qu'un homme à la fois. La cavalerie milanaise, dirigée par Prosper Colonna, a même vu Bayard et ses copains là faire de la reconnaissance dans le coin, mais ne prend pas la menace au sérieux, estimant que l'exploit est tout bonnement impossible. Colonna aurait même dit que la seule manière pour le roi de franchir ces cols serait d'y aller en volant. Pourtant, impossible n'est pas François. L'immense armée quitte Grenoble au tout début du mois d'août et commence la longue ascension. Pour les quelques témoins qui racontent l'épisode, on croirait voir un mirage. Le long serpent de métal s'étire sur des dizaines de kilomètres, alors qu'hommes et chevaux s'avancent un par un sur le sentier qui fend la pente en direction du premier col. C'est plus qu'un exploit, c'est de la folie.
Des milliers de sapeurs doivent préparer le sentier pour le passage de l'armée et les canons sont démontés à chaque obstacle pour leur faire franchir les torrents et les précipices à l'aide de grues et de cordes. Craignant que les Suisses ne tombent sur son armée vulnérable, François Ier impose à tous ses soldats de marcher en armure avec leurs armes à portée de main. La respiration est courte, empêchée, la hallebarde pesante et les hommes vivent un véritable enfer, mais là est le prix de leur sécurité. Après le premier col à 2600 mètres d'altitude, l'armée poursuit sa route vers la plaine italienne. En déboulant dans la péninsule, elle surprend les Suisses qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Décontenancés, les féroces mercenaires font alors l'erreur de se retirer vers Milan, libérant les cols habituels par lesquels le roi fait alors passer le gros de son artillerie et des chariots de son armée. Et la suite, vous la connaissez. Le 14 septembre 1515, l'armée française et ses alliés vénitiens triomphent des piquiers suisses, ouvrant le duché de Milan à François Ier, qui n'a alors que 21 ans. Alors cet épisode exceptionnel est connu par de nombreuses sources, mais je ne peux résister à l'envie de vous lire celle qui émane du roi lui-même, une lettre qu'il écrit à sa maman, Louise de Savoie, au moment même où son armée passe les cols alpins. Madame, ce qui me gardera de vous faire plus longue lettre sera que je monte tout à cette heure à cheval pour la grande traite qu'avons à faire pour parfaire le demeurant de la journée, vous assurant que nous sommes dedans le plus étrange pays où fut jamais homme de cette compagnie. Mais demain, espère d'être dans la plaine de Piémont avec la bande que je mène, qui nous sera grand plaisir, car il nous fâche fort de porter le harnois parmi ces montagnes, pour ce que la plupart du temps, nous faut être à pied et mener nos chevaux par la bride, de quoi le grand maître est bien mari. Et croit qui n'aura vu ce que nous voyons, ce roi impossible de croire, de mener gens de cheval et grosse artillerie comme nous faisons. Et croyez, madame, que ce n'est pas sans peine, car si ne fût-ce arrivé, notre artillerie la plus grosse fût demeurée. Mais Dieu merci, je l'amène avec moi, ou bientôt après. Je ne vous mens de rien de la défaite qu'a faite le maréchal de Chabannes et de la prise de Prosper Colonna, ni aussi du lèvement du siège de Sille, remettant tout sur le grand maître, vous advisant que faisons bon guet, car nous ne sommes qu'à 5 ou 6 lieues des Suisses. Et sur ce point, vous vais dire bonsoir. Votre très humble et très obéissant fils, François. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. Comme vous le voyez, le Moyen-Âge nous a légué une bonne partie de ces choses qui font la saveur et la beauté de nos montagnes actuelles. Le paysage déjà, puisque les prairies d'alpage datent du Moyen-Âge central pour la plupart, mais également beaucoup de nos grands fromages de montagne, et même les cloches des vaches, oui, qui sont apparues en Europe occidentale au cours du XVe siècle. La seule chose que ne connaissaient pas les médiévaux dans les Alpes ou les Pyrénées, ce sont les skis et les raquettes. Hors de la Scandinavie, où on retrouve ces moyens de transport de manière certaine et quotidienne dès le 7e siècle, les zones montagneuses en Europe occidentale ont plutôt utilisé des traîneaux et des luges, mais à ma connaissance, pas de ski. Donc voilà, pas de piste noire dans les Alpes médiévales. Bref, si vous avez apprécié cette plongée en pleine montagne médiévale, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode, c'est la manière la plus simple et gratuite de soutenir mon travail. Si jamais vous pouvez vous épargner quelques écus, vous pouvez également vous rendre sur ma page Patreon, dont je vous mets le lien en description. Vous y découvrirez des épisodes premium, des goodies du podcast et même plusieurs formules d'abonnement pour mettre encore plus de Moyen-Âge dans votre quotidien. Un immense merci à vous pour votre soutien, quelle que soit sa forme, et moi je vous dis à la prochaine!